bonjour à toutes et à tous. Je me présente, oui, je m'appelle Rémi Courtois, je suis intervenant en conduite à risque. Avant on disait préventeur en conduite à risque, mais ça fait PCR, je vous laisse réfléchir. Donc l'idée c'est que j'assois ma légitimité pour faire ce que je fais sur, je dirais, heureusement et malheureusement, 25 ans au service de la police nationale dans laquelle j'avais une spécialité, c'était d'aller voir un peu ce qui se passe quand un jour, monsieur ou madame X, pour une raison qu'on va essayer d'aborder, avait rencontré et croisé la route de monsieur Y, et ça donne un accident. Quand on intervient en police, c'est ou corporel, ou grave, ou mortel. On oublie quand même juste un petit détail, il y a les impulsions, il y a l'état, il y a la règle, je suis assez d'accord avec ce que j'ai entendu tout à l'heure, et puis il y a quand même le comportement. Ça veut dire que si j'ai envie de faire quelque chose qui va limiter mes risques, c'est d'abord qu'il faut que je le comprenne comme étant un risque. Quand on était petit, pourquoi un jour on s'est brûlé? C'est parce qu'on n'a pas interprété que l'objet dont on s'approchait était chaud. Sur la route, je ne sais pas si on est d'accord là-dessus, mais tout peut être un petit peu dissimulé et assimilé. Alors si je dis ça, c'est parce qu'en dehors de ce passé d'accidentologie, j'assois aussi ma légitimité sur un vecteur dont on parle beaucoup, qui s'appelle la vitesse. Et ça fait maintenant une petite trentaine d'années, ça fait mal rien qu'à le dire, que je me suis assis pour la première fois dans un habitacle de voitures de course, en l'occurrence les rallyes et les courses de côte. Ce week-end, nous étions en train d'évoluer dans un col de montagne qui fait 7,5 km. On le montait en moins de 2 minutes 30 avec une vitesse de pointe de plus de 180 km/h. La raison pour laquelle je suis devant vous, ce n'est pas une question de présomption. C'est uniquement parce que comme tout était calculé, on a vu les risques et on a essayé de les maîtriser. C'est que ça. Ça n'a aucun caractère de prétention. Par contre, effectivement, quand je suis sur la route et que je vois quelquefois quelqu'un qui roule un petit peu trop près d'une autre personne, je pense que si là, il se passait un coup de frein, il y aurait éventuellement un moment d'émotion pour celui-là. Et peut-être un grand coup du lapin pour celui-là. Et ça, par contre, ça a arrêté de me faire rire depuis très longtemps. Donc, on va essayer de faire, on va alterner, alors, je ne sais jamais comment il faut que je me présente, on va essayer d'alterner l'information et le ludique, on va décortiquer des situations et notamment notre comportement. Il n'y a rien de mieux que l'autocritique, hein, et on va essayer de le faire, et vous allez voir que ce qu'on va faire là peut s'appliquer bien sûr pour le trajet domicile, travail, la mission, et puis après avec un véhicule de plus en plus gros, parce qu'une fois qu'on a cette sensation-là, on va l'appliquer un petit peu pour toutes les circonstances. Alors, on va pour ça étudier trois petites vidéos que je vous ai amenées, qui sont assez atypiques du risque. D'abord, la fonction individuelle qu'on a de voir le risque, et ensuite on passera au collectif. Et puis ensuite, on verra ensemble comment on peut faire quelque chose. L'idée, c'est que vous allez voir que même quand on est encadré par une réglementation, qu'on admet pas, on a vu tout à l'heure qu'il y a des essais qui sont faits, et c'est pas grave, parce que l'être humain, s'il était parfait, ça se saurait. L'idée, c'est qu'on essaye des choses pour nous protéger. Mais au niveau communication, quand on passe un permis de conduire, par exemple, est-ce qu'on vous motive tout le temps la raison pour laquelle il faut faire telle et telle précaution? C'est pas évident. Et c'est pas facile à faire. Donc on va essayer de le faire en visuel, il n'y a rien de mieux. Si vous connaissez les camboards et les dashboards, vous savez, des petites caméras que maintenant beaucoup de gens ont dans leur véhicule, sur la moto, etc. Ce sont des images qui sont tombées dans le public, ce qui fait où les gens ont donné leur accord pour qu'on les utilise. On va se baser là-dessus pour essayer de décortiquer un petit peu ce qui peut être ou pas une situation de risque. Comme on va s'apercevoir qu'on peut construire un risque, on va évidemment avoir les moyens de le démonter. Vous allez voir que ce n'est pas forcément aussi compliqué que ça. Alors, on va d'abord commencer par la première vidéo et je vais vous demander votre participation. Voilà, on va l'arrêter ici. Voilà, alors, on va faire en premier la chose certainement la plus compliquée à faire pour un être humain, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous. Je vais vous demander de bien regarder les vidéos qui sont... Enfin, pardon, c'est la même, hein, autant pour moi. Qui sont ou sur votre gauche ou votre droite. Vous avez devant, je vous donne les critères, parce qu'il faut toujours avoir les critères pour pouvoir les évaluer. Le camion qui est devant nous là-bas, il est régulé à 80 km/h. Nous sommes dans un véhicule d'une jeune femme qui part le matin au travail. Elle connaît parfaitement la route. Il fait effectivement un temps pourri, vous l'avez peut-être constaté, mieux sur cette vidéo d'ailleurs, mais ça peut arriver, on ne roule pas tout le temps quand il fait beau. Nous sommes derrière à 80 km/h. En clair, on ne s'approche pas du véhicule qui est devant nous. Vous allez essayer, quand on va remettre la vidéo en route, de prendre tous les repères que vous voulez, et ensuite je vous demanderai ce que vous évaluez comme distance, dite de sécurité, qui nous sépare de ce véhicule. Allez-y,
Prenez votre temps et tous les critères que vous voulez. Voilà. Ce à quoi vous venez d'assister a duré environ 10 à 12 secondes. Je dis ça parce qu'un jour, j'ai demandé, en formation, on fait ça, d'évaluer cette distance, et la personne m'a dit « Ah ouais, mais j'ai pas vraiment eu le temps. » Attendez, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. On est dans la vie courante, vous êtes arrêté à un stop, vous n'allez pas serrer votre frein à main, couper votre moteur, sortir, prendre la température et le vent pour vous engager. La décision que vous allez prendre, on l'a chronométrée, c'est je m'arrête, le pied sur le frein, premier engagé, je regarde, une fois, deux fois, j'engage. C'est 3 secondes. Donc là, vous venez d'avoir 3 à 4 fois le temps normal d'une évaluation d'un risque. Je vais vous faire 4 propositions, et on va le faire à main levée si vous voulez, c'est juste un exercice ludique. Voilà, les 4 propositions qu'on fait pour évaluer cette distance, on vous propose, et je vais vous poser la question, qui a vu une trentaine de mètres ici? Allez-y à main levée. Qui a vu une trentaine de mètres? Ne vous occupez pas des autres, hein, c'est votre réponse à vous. Qui aurait vu plutôt 50 mètres ici? OK. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les premiers courageux. Hein. Vous savez, quand on est dans une foule, le truc, c'est de lever la main en premier. Hein. Qui aurait vu plutôt 80 mètres ici? OK. Et qui aurait vu ici plutôt 110 mètres? Bah, si vous avez constaté comme moi, les réponses sont assez partagées. Nous venons d'être obligés d'accepter la première valeur de l'être humain. On est quasiment incapable d'évaluer correctement une distance. Alors, ça, c'est le premier piège. Sauf si vous êtes greffé avec de la bioionique, c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas me fier à mon œil, puisque là, vous avez vu la marge d'erreur. Et je vous signale que la marge d'erreur, pour ceux qui auraient répondu, puisqu'en vérité, la vérité, c'est qu'il y a plus de 110 mètres ici devant vous, c'est-à-dire plus de la longueur d'un terrain de football, on parle beaucoup en unité de terrain de football, ça parle à quelques personnes. L'idée, c'est de dire que si là, il y a plus de 110 mètres, ok, mais le code de la route, il me dit bien, il faut que je laisse 2 secondes de distance de sécurité. Et là, on a un premier paradoxe. On est sans arrêt en train de parler et on affiche en km/h sur des compteurs dans des voitures, sur des motos, qui nous donnent une info de corrélation en km/h, on est d'accord. Sauf que quelqu'un un jour m'a souligné, oui mais si moi je suis en ville et qu'un piéton déboîte devant moi, ou que quelqu'un me coupe devant le nez, on est d'accord, ma réaction c'est quelques secondes, et en quelques secondes, ou ça tape ou j'évite. La réponse est oui. Eh bien, il dit alors pourquoi on n'a pas affiché sur les compteurs une réponse en mètres par seconde? Parce qu'en réalité, c'est en mètres par seconde que tout se passe. Ce week-end, on roulait très vite. Je suis incapable de vous dire à quelle vitesse je rentrais dans une courbe. D'abord parce que s'il y avait un compteur, je n'ai pas le temps de le regarder. Et ensuite parce que c'est une indication qui ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que je vais pouvoir sortir de cette courbe en vie, je veux dire. Donc l'idée là, km/h, non. Par contre, en mètres par seconde, vous êtes peut-être, je ne sais pas si on est d'accord là-dessus, cette distance est quand même assez grande. On est d'accord. J'ai vu tout à l'heure par rapport à celui qui était garé dans mon coffre en venant là, qu'on n'a pas le même rapport à la distance. Alors il va falloir le traduire. Les km/h en mètres par seconde, on peut le traduire en faisant quelque chose qui est extrêmement simple. En admettant, je vous ai dit tout à l'heure que là on était plutôt à 80 km/h, si on prend 80 km/h et qu'on essaye de le transformer très rapidement en mètres par seconde, on va arriver à ça. Je fais le 8, je le multiplie par 3, je suis aux alentours de 24 mètres par seconde. Alors, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit bah, « c'est bien, mais enfin bon, ça nous avance à quoi ?» Ah si, ça nous avance à la proportion entre ce que mon cerveau est capable de gérer maintenant et le fait de marcher. Quand vous marchez là, quand vous marchez, vous baladez tranquillement, vous êtes en train d'évoluer entre 3 et 4 km/h. Je dis ça parce qu'un jour, dans le monde étudiant, j'avais posé cette question et il y a un élève qui m'a répondu combien, j'ai dit à combien on est en km/h, il me dit je sais pas, 15 ou 20. J'ai dit, si vous marchez à 20, je ne sais pas quelle vitesse vous courez, mais ça doit être vous l'autre jour sur la bande d'arrêt d'urgence qui m'avait doublé alors que j'étais en voiture et vous faisiez votre footing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut relativiser les choses, mais savoir de quoi on est capable et de quoi on n'est plus capable. Et c'est le meilleur moyen d'appréhender un risque et donc de s'en défendre. Je suis en train de marcher devant vous à 1 mètre par seconde. Voilà. Si vous dites qu'à 80 km/h, on est à 24 mètres secondes, ça veut dire que ce que je suis en train d'interpréter avec mon cerveau est en train de se passer 24 fois plus vite. Et il y a des gens qui vous disent conduire, c'est facile. La réponse est non, c'est pas possible. C'est plus difficile que ça, et il faut donc, depuis tout petit, on parlera tout à l'heure de l'exemple qu'on donne à nos plus jeunes ou à nos enfants, en les promenant avec nous, par exemple, ou en traversant une rue, pas vraiment en face du passage piéton. Ça, c'est aussi un mode d'éducation qu'il faut arriver à s'impliquer et à s'infliger à nous-mêmes. Attention un peu à l'exemple qu'on donne. Là, simplement, on est à 24 mètres secondes. On a posé des questions à cette jeune femme. On lui a dit, pourquoi vous avez laissé une distance pareille?
En premier, elle a répondu ceci. Alors, les réponses sont pragmatiques et simples, hein, c'est de l'interview. Elle a dit d'abord, vous voyez, il pleut là, il y a de la pluie. Si je m'approchais du camion, il pourrait projeter sur moi des déchets, c'est pas idiot, ça va me pourrir ma voiture, donc je reste là. Ça tient. Le deuxième, c'était, de toute façon, si je voulais le doubler, je rentre dans une courbe à droite aveugle et va bientôt y avoir une ligne continue, c'est la règle, puis en plus c'est dangereux. Ok. La troisième réponse était certainement la plus apocalyptique, et puis en plus ce matin-là, je le sentais pas. Alors, on peut appeler ça de l'intuition féminine, mais pour rentrer ça dans des principes de précaution, c'est pas simple, donc les garçons, on n'est pas concernés. L'idée, c'est plutôt, ça, si un jour vous avez ça, et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait chez l'humain, il y a des jours, on ne sait pas pourquoi, je suis prêt à doubler, je le sens pas, je le fais pas. Et ce jour-là, le fait de me retenir se valide par le fait que dans un faux relief, il y a quelqu'un qui arrive en face. Ou bien je me suis méfié de celui-là parce que je sentais qu'il allait démarrer au stop. Ça, c'est quelque chose, il faut absolument... Mais ça s'appelle l'expérience. Si vous parlez de ça avec des jeunes conductrices, conducteurs, c'est pas valable. Ils n'auront pas ça. Alors, je dis, mais vous le sentiez pas de quoi? Alors, elle n'a pas su le déterminer. Pardon, vous allez voir que cette jeune femme avait raison. Pardon. Alors, sur la route, il y a bien sûr nous, il n'y a pas de problème. Puis il y a aussi les autres. Alors, les autres, des fois, vous réservent un peu des surprises. C'est pour ça qu'il faut rouler ensemble et partager la route. Et ce matin-là, voilà, alors on va s'arrêter là. On a demandé à des neurologues d'étudier ces images en leur disant qu'est-ce qui se passe dans l'analyse d'un cerveau humain qui est, je répète, elle est rassurée, elle connaît la route, elle n'a pas non plus de stress, ça c'est très important, elle ne va pas sur une réunion professionnelle où son avenir est en question, il n'y a pas de stress, elle n'a pas non plus laissé un enfant malade à la maison. Les neurologues nous ont dit, à ce moment précis, le cerveau est apaisé, on analyse, il n'y a pas de raison de déclencher quoi que ce soit. Ensuite, les images, on va avancer un tout petit peu. Voilà, à ce moment-là, votre cerveau vous envoie des images différentes. Il envoie une information de type « Tiens, il est possible que ce matin, ça ne se passe pas tout à fait comme hier matin. » Mais là, à ce moment-là, regardez bien le capot et la direction de la voiture. Vous êtes d'accord? On ne voit pas de zigzag, on ne voit pas le capot faire ça. Et là, j'insiste sur le fait que le temps de réaction, beaucoup de gens, on coche souvent sur un questionnaire qu'on est capable de réagir en 1 seconde. La réponse est non. C'est pas possible parce que si on dit qu'on réagit en 1 seconde, on ne tient compte que du côté neurologique et physique. Voilà, j'ai un problème, coup de volant, coup de frein, ok, ça c'est 1 seconde. Mais vous êtes d'accord que ça a été précédé par une prise de décision. Si vous roulez un jour sur l'autoroute à 130 au régule et que d'un seul coup vous collez un gros coup de frein, à mon avis, celui qui est derrière, il va souffrir de tachycardie. Et puis surtout si ça sert à rien. Donc là, le cerveau dit, pour l'instant, ça sent pas très bon, mais on ne sait pas. Donc, pas de réaction. Regardez bien, ça continue. À partir de là, le cerveau dit, bon, ça passe pas, d'accord? Et il vous dit, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, la jeune femme dans la voiture, d'après les neurologues, a envisagé le trou que vous voyez à gauche comme étant la seule solution possible. Et là, on ne le voit pas, mais comme elle a regardé l'endroit où elle veut aller, ses mains ont suivi le regard. Alors ça, on le dit souvent, par exemple, à un motard qui prend trop d'angle dans un virage, ou bien quand on conduit avec le nez devant la plaque d'immatriculation, on ne voit plus l'environnement, et là, on gère que les quelques mètres qui nous séparent, par exemple, du choc. Là, elle a décidé de mettre un coup de volant à gauche, son coup de volant, elle va le mettre, mais ce qui est surprenant, c'est qu'elle a eu non pas une, mais 3 réactions. La première est la suivante, vous êtes d'accord? Alors, il faut quand même le dire, c'est pas bien ce que je vais dire, vous l'oublierez bien sûr, parce qu'on n'est qu'entre nous, mais l'idée c'est que là, il y a un pourcentage, peut-être 3-4% de chance. La chance là, c'est que le porteur, la remorque, on est d'accord, n'est pas venu heurter notre véhicule. Bon, on est d'accord, l'enfant, comptez pas là-dessus, mais l'enfant un peu quand même. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se retrouve en face d'une barrière. Deuxième réaction, elle l'évite. Troisième réaction, elle vient de voir qu'il y a un véhicule en face. Et regardez bien, c'est assez surprenant, elle va tranquillement aller se garer. Alors, autant vous dire que là, tranquillement, c'est du 2e degré, parce qu'après la réaction post-traumatique, ça va être, comment j'expliquerai ça proprement devant vous, une transpiration active, voire plus, si affinité. Ça veut donc dire qu'elle va réaliser après, mais vous avez vu à peu près la façon qu'elle a eu de gérer ça. On lui a demandé si elle maîtrisait ce qu'elle se faisait. Elle a dit, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Donc les neurologues, on leur a dit, bon, ok, est-ce qu'ici, dans cette salle, tout le monde aurait pu faire ça? C'était ça la question. Ils ont dit, écoutez, 3 réactions, c'est quand même extrêmement rare. On va dire que 2 fois sur 10, nous sommes capables de gérer ça. Ça m'intéressait parce que moi, je me suis situé dans les 8 autres. Je me suis dit, on rentre comment, là? Et là, il vous dit, bonne route. Ça veut dire que là, c'était pas possible.
On n'a pas le temps de voir comment, par exemple, le camion s'est retrouvé dans ce que vous appelez, vous savez, un portefeuille, là. Mais en réalité, figurez-vous que, étant donné que la route est détrempée, on aurait pu croire à une perte de contrôle ou un aquaplaning. Pas du tout, en réalité. C'est qu'on vient de lui couper la priorité. Vous avez peut-être vu, il y avait un fourgon devant qu'on a vu un peu affaissé en pleine accélération, alors qu'on croyait qu'il était chargé au début. En réalité, il vient de lui couper la route. Et le chauffeur voit ça, temps d'analyse, il se dit je vais le heurter, et ce que vous avez vu c'est un coup de volant debout sur les freins, ce qu'il ne faut jamais faire, on le sait, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Donc ça c'était simplement pour vous dire que, petit détail, vous avez peut-être vu qu'au moment où elle a complètement évité le camion, j'ai dit elle a vu quelqu'un en face. Mais quand on parlait de distance de sécurité, vous êtes aussi d'accord avec le fait que si jamais au moment où elle avait évité l'accident, ce qui est déjà pas mal, elle se retrouve avec un véhicule qui collait derrière le camion, qui n'avait pas de distance, elle était en choc frontal, alors qu'elle avait fait la majeure partie de la manœuvre. Donc la distance de sécurité sur ces images-là, elle était évidemment, sûrement, peut-être trop importante au départ, mais elle a eu raison de le faire. Et puis celui qui était derrière le camion, heureusement qu'il ne collait pas au camion, parce que dans les deux cas de figure, on avait une multiplicité de risques. L'idée là, de cette vidéo, c'est ça. Alors le concept de la distance de sécurité, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on retravaille, mais tous les jours, parce qu'on a toujours l'impression que si on laisse la distance, quelqu'un vient se mettre devant nous, on a sûrement raison. Là, il faut relativiser, faire un truc, c'est en disant, de toute façon, on va dans le même sens et au même endroit. Ça, vous avez un jour sûrement été dépassé par quelqu'un qui est le champion du monde local. Cette personne vous dépasse, arrive très très vite sur un autre feu rouge. Vous arrivez derrière, levez le nez, parce que ça arrive à tout le monde, ça. Identifiez, ok, il a gagné 2 voitures. Ce matin, il a gagné 10 mètres. C'est quand même une performance. La réponse est, ça sert à quoi? Plus d'usure de frein, plus d'amortisseurs, plus de pneumatiques pour le même résultat, parce que de toute façon, on a arrêté à un moment donné. Et quand je dis un feu, c'est un carrefour giratoire, des travaux, enfin bref, ça n'a aucune utilité. Un jour, j'ai fait un challenge, j'ai demandé dans une entreprise où j'avais affaire à des hypertechniciens, comment on pourrait gagner 2 à 3 secondes pour 1 km. Et au bout d'un moment, il y en avait un qui était plus curieux que les autres, il a dit « Pourquoi vous nous demandez ça ?» Je dis « Parce qu'en sport automobile, si vous êtes capable, et surtout sortez pas avant de me le dire, ça je vous en saurai gré, je vais payer même si vous voulez, si jamais vous êtes capable de me dire comment on est capable de gagner sur 1 km 2 à 3 secondes, vous imaginez comment quand je vais arriver à là-haut la prochaine fois, je vais dire aux autres, écoutez, laissez tomber. J'ai fait une conférence, les gens m'ont dit comment gagner 2 à 3 secondes au kilomètre, allez, rentrez chez vous. Pourquoi? Mais parce que le week-end dernier, les 10 qu'on était à chiffonner d'habitude, sur 5 km et demi d'un col de montagne, en haut, on était tous les 10 en 10 secondes. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas d'écart. On n'arrive pas à les faire, route fermée, voiture faite pour ça, etc. Donc, sur la route, si vous savez gagner du temps... Alors par contre, il faut englober le concept de partir à l'heure, ce qui est un nouveau concept quelquefois, pour certains, parce que c'est sûr qu'en partant à l'arrache, je ne vois pas comment on va le faire. Ou alors on est accompagné dans cette démarche par des gens qui sont plutôt groupés par 2 en moto, et avec un ustensile extrêmement performant appelé communément jumelle. Alors, on va maintenant passer à la deuxième vidéo pour voir comment au niveau individuel et un peu plus collectif, on pourrait gérer. D'abord, alors on est ici dans une énorme avenue, vous le voyez, on est en milieu urbain, cette fois-ci on a quitté la route, et je vais vous demander d'attirer votre attention sur la personne qui est à droite, qui est une maman qui est en train de promener son bébé, ce qui est tout à fait autorisé normalement, et vous allez voir que, normalement ici, on a l'impression que tout vient se passer, mais vous allez voir que l'être humain, quand tout se passe bien, il essaye de corser le truc, parce que sinon ça va pas le faire, et regardez bien, elle va le corser d'une manière assez surprenante. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, vous pouvez quand même admettre, même si on n'est pas un spécialiste en conduite à risque, que là, tous les gens qui arrivent sur notre gauche, ils ont la visibilité de la tête de la mère, mais ils n'ont plus la visibilité sur la poussette qu'on a, vous l'avez vu, l'habitude de mettre en avant. Oui, parce que c'est moins risqué de mettre le bébé devant. Alors, ça, dans les pays nordiques, je tire un morceau de mon inspiration culturelle, c'est formellement interdit. Vous arrivez pour la traversée d'une rue, vous devez avoir la poussette à côté de vous, ce qui est assez logique. On l'a fait 2-3 fois avec ma femme à la sortie de l'école, les gens vous regardent en se disant, c'est quoi comme maladie ça, faites comme ça, vous voyez bien pourquoi, on me voit, puis en plus, j'arrête la poussette. Et non pas là, je mets le bébé, puis bon, on en refera un autre. Alors, la question est, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a ces images, mais elles sont trop violentes, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, on assiste à ce qu'on appelle un trou de circulation, il n'y a pas de problème, ça passe. Mais en vérité, le risque, il ne va pas venir de là.
Il va venir sur un véhicule qui est un petit peu plus lourd, le fourgon que vous voyez arriver au fond. On va le laisser arriver encore un petit peu. Voilà, on va l'arrêter là. À ce moment-là, vous êtes bien d'accord que le visuel du chauffeur, c'est toujours la différence entre le perçu et le réel. Il est dans une avenue où il peut légitimement penser qu'il est prioritaire. On est d'accord. En réalité, vous avez peut-être remarqué que comme il n'y a pas de signalisation, c'est une particularité de ce pays, au lieu de mettre une signalisation que des fois des gens un peu extrapolent, eux, ils n'en mettent pas. Et donc, c'est la priorité à droite absolue. Bon, c'est rien de... Mais lui, là, en visuel, il est sûr qu'il a la priorité. L'autre, il a la même vue. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend cette priorité. Et en plus, il n'est pas en visuel. Alors là, il y a une technique, c'est que la personne qui arrive, si jamais je ne vois pas, c'est un truc très simple qu'on appelle le pied-frein. Par inertie, je laisse aller mon véhicule, mais sur le talon, je laisse passer le pied sur le frein. Je suis en face de la hanche, c'est le moment le plus violent et le plus puissant sur une pédale de frein. Sachant qu'aujourd'hui, on a des véhicules qui sont plutôt équipés d'un ABS, il y a très peu de chances qu'on bloque les roues. Quand on fait des stages avec le ballon là, qui traverse, on est étonné de voir qu'un paquet de gens n'attaquent pas leur pédale de frein comme il faut. Mais c'est normal, on a en tête, on est d'accord qu'on va bloquer les roues. En réalité, c'est un concept, quand vous avez fait ça 3-4 fois, vous apercevez qu'on ne bloque rien du tout. Sauf qu'on y va vite, puis après, on a tendance à relativiser le freinage. Alors eux, ils n'ont pas eu le temps de freiner. Ce que vous venez de voir là nous donne une information sur plusieurs choses, qu'on appelle l'effet de choc. Ça pèse quoi quand ça tape? Alors, on va être concret, hein, c'est pas gentil ce que je dis. Alors, on va le faire et pour une voiture et pour un piéton. Là, ce que vous venez de voir est un effet de choc à 50 km/h. Ils étaient en ville, ils ne se sont pas vus, vous avez vu, ils ont à peine eu le temps de mettre un coup de volant. Vous voyez les deux véhicules, on voit bien à peu près ici la détérioration. On n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais à mon avis, ces deux véhicules-là ne seront pas loin d'être hors d'usage. Parce que sinon, une valeur vénale qui n'est pas extrême, ça va aller à la poubelle. Les véhicules aujourd'hui demandant un recyclage le plus complet vont plus vite en valeur vénale en n'étant pas reconstruits. Juste une parenthèse sur la dame qui était piétonne. Vous êtes bien d'accord que si cette personne avait été sur le trottoir avec un téléphone ou un truc radio en faisant comme ça, elle n'avait pas l'attention pour voir ce qui se passe au carrefour. Et elle n'aurait pas eu le temps non plus de faire demi-tour. Donc ça veut dire que là, c'est plus du collectif. Celui du haut est persuadé qu'il a sa priorité et visuellement, il n'y a rien qui lui dit le contraire. Celui qui arrive sur notre gauche, lui, il a la priorité, il va la prendre sans s'assurer qu'il y a éventuellement un endroit où il ne voit pas. Et en plus, la personne qui était piéton, alors, je vous laisse imaginer, hein, on a toutes ces images-là, mais on ne les présente pas, ce que ça peut donner avec les jambes coincées entre les deux pare-chocs. Hein. Donc ça, c'est juste pour vous dire que finalement, si on regarde bien, lui en haut se présente en pied-frein, c'est-à-dire il ne ralentit pas, mais il est déjà le pied devant le frein, il regarde. Le deuxième arrive, il prend sa priorité avec précaution en se disant « je ne vois pas, je suis prioritaire, mais je vais quand même faire la même chose ». Déjà, l'impact n'est plus du tout le même, peut-être même qu'il n'y en a pas. Juste un détail, vous avez peut-être vu la même chose que pour le chauffeur de poids lourd tout à l'heure. Le chauffeur du fourgon gris, vous l'avez peut-être vu, il met un coup de volant avant le coup de frein. Alors, on a demandé encore une fois aux neurologues et aux gens qui travaillent dans les réactions, y compris sur les sportifs de haut niveau, il dit « Comment t'expliques que le défaut sur un accident, c'est de provoquer une perte d'adhérence en mettant un gros coup de volant et un coup. Exemple, évitement d'un gibier, enfin voilà, tout ce que vous avez peut-être déjà vécu. Et il dit, c'est normal. Le cerveau, il est plus près, vous êtes d'accord, des mains que des pieds. Enfin, il me dit, si tu es équipé normalement. Donc ça veut dire que c'est logique d'abord de déclencher le coup de volant et de mettre un gros coup de frein. Et à ce moment-là, on va complètement déséquilibrer le véhicule. On est sur le côté des deux pneus quand il y en a deux. Parce que si vous mettez en plus un coup de frein, vous voyez à peu près l'effet toupie qui se présente. Raison pour laquelle les gens qui essayent d'éviter un gibier dans une forêt très peu peuplée de gibier comme celle de Fontainebleau par exemple, ça va être un grand moment de solitude, mais surtout d'incapacité à le faire. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on nous apprenne, avec un ballon, à tirer tout droit. Et 9 fois sur 10, les assureurs qui pourraient être ici vous diraient, on passe à côté, c'est-à-dire derrière. Mais comme on regarde devant le gibier ou le piéton, on va vouloir le contourner. Il y a eu un accident qui s'est passé il y a quelques années ici, dans une avenue que peut-être il y a des gens qui connaissent, qui s'appelle l'avenue Thiers. Il y a une personne qui a été surprise parce qu'au départ, quelqu'un était garé sur un emplacement de livraison, on est d'accord. Il y en a un autre qui vient pour ici s'arrêter parce qu'il vient livrer, il n'a pas sa place, vous voyez la construction. Et puis celui-là, il va contourner cette personne. Et à ce moment-là, ici, pas tout à fait derrière, mais un peu plus loin, il y a un enfant qui traverse. Cet enfant, en traversant, sans même courir, n'a donné quasiment aucune chance au conducteur de l'éviter. Mais regardez bien, si on démonte tout ça, on part de quoi là?
quelque chose qui au départ n'avait pas été considéré comme une j'en ai pas pour longtemps, c'est ce qu'on entendait dans les dépositions, hein. Parce que lui, il a été auditionné comme co-auteur de l'accident, co-responsable. Non, non, si, c'est vous qui vous garez là d'abord, c'est interdit. Ensuite, lui, il vient, il ne peut pas livrer, il met les feux de détresse, il livre. Et lui, vous lui enlevez toute la visibilité sur l'enfant. Cet accident était un accident mortel. D'ailleurs, l'enfant, il est décédé 2 jours après. Alors, bien sûr qu'après, on peut faire de la morale, mais il ne faut pas. Il faut juste expliquer ce qui s'est passé pour dire, OK, si j'ai les jambes, 50 mètres plus loin, il y avait un parking, ceux qui passent par là le savent, 50 mètres à marcher. Et je balance. Et après, je prends ma décision. Mais si je la prends, je suis informé. Et ça, c'est beaucoup plus concret. C'est ce qu'on a du retour d'expérience, vous en faites dans vos métiers. Et je pense que c'est l'idéal. On va maintenant passer sur une troisième situation. Alors cette situation-là, elle va nous faire parler du collectif. Alors voilà, on va s'arrêter là. Voilà. Là, l'idée, c'est qu'on est encore une fois dans l'urbain, mais cette fois-ci, on va mettre tous les acteurs en route, à savoir le piéton, le conducteur, la conductrice d'une voiture, peu importe, on ne voit pas si c'est des hommes ou des femmes, c'est pas très grave. Et puis, on va voir apparaître le deux roues, parce qu'évidemment, tout est acteur et tout le monde doit partager la route. On va juste s'apercevoir que quand on cadre, on fait des règles. Vous le voyez ici. On va s'arrêter là pour l'instant. Je dis ça parce que vous avez vu que je n'ai pas la maîtrise des images. C'est compliqué ce qu'on fait quand je n'ai pas le beeper avec moi. Voilà, là, si on regarde, vous avez le petit bonhomme que vous voyez peut-être pas, peut-être mieux là qu'ici. Le petit bonhomme piéton qui est au-dessus de notre tête à gauche, il est bien rouge. On est d'accord. Donc, ce n'est pas compliqué à comprendre. Je suis en face, il est rouge. Les gens qui traversent piéton sur le passage piéton du haut, ils ont le petit bonhomme au vert. Ils le font. OK. La personne qui passe là avec la voiture a un feu au vert, donc elle passe. Vous voyez que quand tout est calibré et effectivement ordonné, ça le fait, il n'y a pas de souci, quoi, ça va tout seul. Et c'est là où, comme vous avez raison tout à l'heure de dire que le comportement fait que, alors nous, c'est le côté un peu sud-Europe, pas français, sud-Europe, on a un petit problème avec les règles. Vous avez peut-être déjà discuté avec quelqu'un qui vous dit, on a vu 80, mais plein d'autres règles, vous dites, voilà, il faut rouler à 90. Souvent, la question qui vient, c'est pourquoi ? Mais ne te pose pas la question, roule à 90, puis après on verra, mais d'abord fais-le. Souvent, c'est on discute la règle avant même d'avoir testé peut-être son efficacité ou pas. Là, les règles, elles sont établies, ça marche, ça fonctionne. Mais pendant que ça fonctionne, l'être humain, comme tout à l'heure, va y mettre son grain de sel. Alors, on va s'arrêter maintenant. Voilà, l'être humain, vous le voyez en haut à gauche, il est sur un passage piéton qu'on peut dire assez énorme. C'est alors c'est un monsieur, une dame, peu importe, c'est un adulte, on est d'accord que vous voyez traverser. Il est en train de transgresser la règle du petit bonhomme que vous voyez au-dessus de lui qui est rouge. On va imaginer, je parlais de le regard de nos jeunes autour, nos enfants, imaginez-vous qu'en bas de l'écran, là, caché d'ailleurs par la remorque du camion bleu qui est à droite, on est une jeune fille, un jeune homme qui a 10, 12, 14 ans à qui on a appris qu'il valait mieux traverser quand le bonhomme était vert. Qu'est-ce que vous croyez qu'il risque de faire si jamais il voit l'adulte là, ou 2 ou 3, traverser au rouge? Il va se dire, bon, j'ai respecté une fois ou deux, mais apparemment, on n'en meurt pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'imiter. Très important le relais de ce qu'on a. Moi, je dis toujours à mes enfants qui me disent des fois, dis donc, on ne peut pas rouler plus vite, ou tu peux rouler plus vite, la réponse est non. Là, je roule, je conduis, puis je pilote, c'est le week-end prochain. On ne confond pas les deux endroits. Sinon, on se prend pour ce qu'on n'est pas. Là, la personne qui est là donne un mauvais exemple. Alors c'est pareil, ces images, on les a, mais c'est un peu particulier. Donc vous allez imaginer simplement que le petit qui est en bas, il va commencer simplement à le limiter, mais à retardement. Vous êtes d'accord? Il ne va pas y aller en même temps. On va avancer un tout petit peu jusqu'à ce que le bonhomme piéton... Voilà. Le bonhomme piéton vient de passer au vert. Alors, tous ceux qui font de la voirie ici le savent, quand un bonhomme piéton passe au vert, minimum, tout est au rouge depuis plus de 2 secondes. 2 secondes, c'est-à-dire, je vous rappelle, à 50 à l'heure, 5 x 3, 15, 30 mètres. Alors, à 30 mètres, si le feu passe à l'orange, on dit que un carrefour énorme comme ça, il ne faut pas s'arrêter au milieu, puisque le feu orange est fait pour traverser le carrefour, d'accord. Enfin, vous avez peut-être vu ces films à la télé où on vous montre une caméra sur le petit feu tricolore, il passe à l'orange, il y en a toujours 3, puis rouge, c'est les 2 derniers. Un jour, j'ai fait une procédure où, en auditionnant la personne, je lui ai dit, vous vous rendez compte, vous avez grillé un feu rouge, vous êtes entré dans une portière et blessé un enfant dans son siège enfant. Je dis, vous avez idée que vous pointez au tribunal avec ça, ça va être compliqué. Et là, il me dit, j'ai pas tout à fait grillé le feu rouge. Ah, alors, quand vous avez affaire à un technicien, vous posez la question, c'est quelle couleur? Il me dit, vous voyez, cette espèce d'orange bordeaux. D'accord, ok, ça marche. Je dis, moi, si je mets orange bordeaux, là, le juge, là,
où la juge, ça va moins la faire rire. Vous êtes entré au tribunal avec une déclaration en faux. Et techniquement, on va prouver le contraire. Donc, vous n'avez pas regardé le feu. Voilà. Première erreur, le piéton, et en plus, il donne un mauvais exemple. Je n'ai pas dit que ce qui va arriver, qui est très surprenant, je vous préviens d'avance, n'a rien à voir avec lui. Je dis juste qu'il n'est pas au bon endroit, au bon moment. Voilà, mais c'est lui qui l'a provoqué. La voiture que vous voyez là, on est bien d'accord, on la voit passer, c'est du linéaire. Ça veut dire qu'il n'accélère pas, il ne freine pas. Stop. Il n'accélère pas, il ne freine pas. C'est-à-dire il a vu le feu, mais dans sa tête, il n'est pas décidé, peut-être parce qu'il n'y a personne, c'est un dimanche matin, hein, à sa décharge. Bon, ça va le faire, quoi. Ben là, on va avoir le troisième acteur qui va arriver maintenant. Alors d'abord, le piéton, la voiture, et le scooter qui vient de faire la même chose d'ailleurs. Hein. Il fait qu'imiter les autres, mais c'est lui qui a décidé. Il tape, ce choc que vous voyez, toujours autour de 50 km/h, c'est ce qu'on appelle un accident qui distribue. C'est-à-dire il y a un bout ou une voiture ou un véhicule qui va être éjecté sur un autre véhicule, en l'occurrence là, sur un piéton. Alors on va juste regarder qu'une seule fois, parce que ce n'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Vas-y. C'est là qu'il faut avancer. Merci, stop, voilà. Pas la peine d'aller plus loin. Juste, on parlait tout à l'heure d'effet de charge. Ce que vous venez de voir, c'est le scooter. Alors c'est un scooter, c'est pas une moto, hein, c'est en gros 80 à 90 kg au maximum. Au moment où il tape, vous êtes d'accord, il va freiner un tout petit peu, mais après il se relance à nouveau. Donc si on part du principe qu'il est venu heurter ce piéton, vous n'avez peut-être pas eu le temps de le voir, il l'a pris à peu près à la hauteur du bassin, ça le fait basculer, il retombe par terre, dos et nuque. Ce que vous venez de voir est un scooter qui fait 80 fois 10 fois sa masse, puisqu'à 50, on émet 10 fois notre énergie. Il vient de prendre une masse percutante de 800 kg. Si vous remontez le process de cette vidéo, on en revient toujours au même. C'est une accumulation de choses. Ce n'est pas un critère, ce n'est pas possible. S'il y a un critère de risque, la plupart du temps, on va s'en sortir. Un jour, vous avez peut-être glissé un peu dans l'escalier, mais attrapé la rampe. Vous n'êtes pas parti. Pourtant, vous aviez une tête de vainqueur, c'est-à-dire des semelles lisses, et puis j'ai oublié qu'il pleuvait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas parti sur ce coup-là. Bon, il faut partir du principe qu'on ne va pas avoir des jokers tout le temps comme ça. La route, c'est exactement pareil. Si on est capable d'analyser, et ensemble, et on en revient à ce que vous disiez là, et c'est pour ça que je crois qu'on est là aujourd'hui, à partir du moment où on voit ce qui se passe, qu'on le décrypte, alors qu'est-ce qu'on fait? On lâche. Il n'y a plus aucun intérêt à le faire. Et je vais terminer là-dessus ce week-end. On n'était pas, j'y étais pas dedans, psychologiquement, j'y étais pas. On était tous d'accord en disant laisse tomber. C'est pas grave, on s'en fout, on verra une autre fois, c'est pas de gênant. Ok, mais c'est compliqué de lâcher parce qu'une fois que vous êtes au départ avec la cagoule et le casque et que l'autre il est 2 secondes et demie devant vous, je suis un garçon normal, c'est-à-dire équipé d'un ego surdimensionné. Évidemment, vous avez envie de dire 2 secondes et demie, c'est peu, mais c'était pas possible. En tout cas, ce jour-là, ce n'était pas possible. Tout à l'heure, je vais essayer de battre un record du monde. Je vais remonter dans ma voiture et je vais rentrer chez moi. Ça veut dire qu'on oublie aussi que l'accidentologie, c'est quand même vivre mieux. Je me déplace, je vais d'un point A à un point B, j'ai un véhicule, j'ai une fonction, j'ai une urgence, mais il faut que j'arrive. Si j'arrive pas, on oublie quand même que c'est un détail humain. Alors, si je dis ça, c'est parce que aussi dans notre famille, on est passé par là et que forcément, ça vous imprègne. Mais pas seulement, c'est juste que ça, il y a une inutilité à mettre en danger des gens dans leur quotidien de déplacement. Ça n'a aucun intérêt. Mais si vous regardez bien les vidéos qu'on a vues, faites un petit compactage de tout ça, on a quand même pas mal de solutions là pour travailler. Et donc, l'accompagnement, le conseil, et puis après, un petit peu, comme on le disait tout à l'heure, sur les chargements un peu délicats, on surveille quand même un petit peu pour que la personne soit guidée dans tout ce qu'elle fait. Et on arrive à diminuer largement le risque. Aujourd'hui, les gens qui font du comportement vous disent que le risque routier, on peut encore y enlever au minimum 30%. Je parle de dégâts humains, ce qui est quand même énorme pour vous, moi et tous ceux qui circulent. Je vous remercie de votre attention.